Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice de géologie qui a été proposé à l'examen national 2022 et il pourrait intéresser aussi bien les SVT que les PC. Voici comme d'habitude l'exercice pour ceux qui ne l'ont pas encore ou ceux qui veulent y réfléchir avant de voir la vidéo. Alors passons aux détails. Au niveau des zones de subduction, on constate un magmatisme important caractérisé par un volcanisme explosif. On admet actuellement que ce magmatisme a pour origine une fusion partielle des péridotites du manteau. Le document 1 montre quelques caractéristiques d'une zone de subduction, la localisation des magmas et l'emplacement de deux roches A et B de la croûte océanique. Voici notre document numéro 1 qu'on va analyser tout à l'heure. La première question, à partir du document 1, dégagez 4 caractéristiques de la zone de subduction. Alors, commençons par un petit rappel sur les marqueurs de la subduction ou, comme posé dans la question, les caractéristiques de la zone de subduction. Premièrement, on trouve une fosse océanique. C'est une région océanique profonde située à la limite entre la plaque plongeante, qu'on appelle également plaque subduite, et la plaque chevauchante. Deuxième marqueur, un prisme d'accrétion. C'est un empilement d'écailles sédimentaires, c'est des sédiments qui s'empilent, qui s'accumulent au niveau d'une fosse océanique et causés par la subduction. Troisièmement, un plan de Benioff, c'est-à-dire un plan oblique ou bien incliné, où sont localisés les foyers sismiques, ou ce qu'on appelle également les hypocentres, et qui devient de plus en plus profond quand on s'éloigne de la fosse océanique. Quatrième marqueur, une anomalie thermique négative sous la fosse océanique dans la plaque plongeante et une anomalie thermique positive au niveau de la plaque chevauchante. Cinquième et dernier marqueur, magmatisme andésitique. Donc on a soit la présence de roches volcaniques telles que les andésites ou de roches plutoniques telles que les granodiorites. Exploitons le document 1 et commençons par le premier marqueur, c'est-à-dire la fosse océanique qui se trouve entre la plaque plongeante ou plaque subduite, la lithosphère océanique, et la plaque chevauchante qui est dans ce cas une lithosphère continentale. Donc premier marqueur, première caractéristique, présence d'une fosse océanique. Deuxièmement, on observe un prisme d'accrétion au niveau de la fosse océanique. Donc, prisme d'accrétion qui est, on a dit, un ensemble de sédiments qui s'accumulent dans la fosse océanique. Troisième chose, ces courbes que j'ai représentées ici en couleur et dont chacune porte une température bien précise et qu'on appelle les isothermes. Alors, isotherme, c'est-à-dire même température. Alors, prenons par exemple la courbe en bleu. Elle contient tous les points qui se trouvent à une température de 1000 degrés Celsius. Et chose importante, vous voyez que ces courbes s'inclinent vers le bas au niveau de la lithosphère océanique, puis reviennent vers la surface en s'approchant de la plaque chevauchante, la lithosphère continentale. Alors qu'est-ce que cela veut dire? On va prendre quelques exemples. Prenons la roche R1. Vous voyez qu'elle se trouve sur la courbe en rose de 750 degrés Celsius et à une profondeur de 100 km. Donc les coordonnées de cette roche, c'est 100 km de profondeur, 750 degrés Celsius de température. Prenons la deuxième roche, R2, vous voyez qu'elle se trouve sur la même courbe, c'est-à-dire que sa température, c'est 750 degrés Celsius, mais sa profondeur est beaucoup plus élevée, 200 km. Et pourtant, elle a la même température, 750 degrés Celsius. Troisième roche, R3, elle se trouve également sur la même courbe, donc sa température c'est toujours 750 degrés Celsius, mais sa profondeur c'est uniquement à peu près 80 km. Et donc vous voyez qu'au niveau de la lithosphère océanique, on a une température beaucoup plus faible par rapport à la température normale, alors que dans la plaque chevauchante,
la lithosphère continentale, on a au contraire une température un peu plus élevée que la normale. Dans ce cas, on parle d'une anomalie thermique négative au niveau de la lithosphère océanique plongeante sous la fosse océanique et une anomalie thermique positive au niveau de la plaque chevauchante sous la chaîne montagneuse volcanique. Enfin, dernier marqueur, dernier critère, c'est les volcans. Alors dans les énoncés, on parle de volcans explosifs et vous savez très bien que ces volcans sont de type andésitique. Donc petite remarque, vous voyez qu'on n'a pas parlé ici de foyer sismique, des tremblements de terre. Donc ce n'est pas la peine d'utiliser ce marqueur dans votre réponse. On peut maintenant résumer notre réponse à la première question comme ceci. En observant le document 1, on peut dégager les caractéristiques suivantes de la zone de subduction. Une fosse océanique entre la plaque plongeante et la plaque chevauchante. Un prisme d'accrétion, c'est-à-dire sédiments qui s'accumulent au niveau de la fosse océanique. Une anomalie thermique négative sous la fosse océanique illustrée par des isothermes, courbes de même température qui s'inclinent vers le bas, en plus d'une anomalie thermique positive au niveau de la plaque chevauchante, inflexion des courbes vers le haut. Enfin, un volcanisme explosif de type andésitique. Deuxième partie de l'exercice. Le document 2 présente les résultats expérimentaux de la fusion de la péridotite en fonction des conditions de température et de pression dans deux cas. Péridotite non hydratée, donc en absence d'eau, et péridotite hydratée en présence d'eau. Voici notre document numéro 2. Voyons les questions. Alors, question numéro 2. À partir du document 2, comparez les résultats expérimentaux de la fusion partielle de la péridotite et précisez les conditions nécessaires à la fusion partielle de la péridotite. Troisième question. À partir des données du document 1, montrez que les conditions de fusion partielle de la péridotite se réalisent dans la zone de subduction. Alors, voyons ce qu'on a dans le document 2. D'abord, l'axe des abscisses qui représente la température en degrés Celsius. Ensuite, l'axe des ordonnées, l'axe vertical, qui représente en même temps la pression en gigapascal et la profondeur en kilomètres, puisque ces deux paramètres sont proportionnels. Et vous voyez que cet axe est inversé, c'est pour nous dire qu'on s'enfonce vers les profondeurs de la Terre. Alors, on va d'abord s'intéresser à la courbe numéro 1, qu'on appelle solidus de la péridotite non hydratée. Alors, péridotite, vous le savez très bien, c'est la roche du manteau, non hydratée, c'est-à-dire en absence d'eau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire solidus? Alors, vous voyez que à gauche de cette courbe, on a l'état solide, c'est-à-dire notre péridotite non hydratée serait à l'état solide. À droite, on a solide plus liquide. Et donc, on peut dire que le solidus de la péridotite non hydratée, qu'on peut appeler également anhydre, c'est-à-dire en absence d'eau, le solidus, c'est la courbe qui sépare le domaine de l'état solide seul du domaine où l'état solide coexiste avec l'état liquide, c'est-à-dire où on trouve solide plus liquide. Alors cette courbe est parfois appelée courbe du début de la fusion. C'est-à-dire, dans ce sens, si j'augmente la température, j'aurai une fusion partielle. Alors pourquoi fusion partielle? C'est-à-dire une partie de la roche solide va subir la fusion alors qu'une autre partie va rester à l'état solide. Alors que dans l'autre sens, si je diminue la température, on aura la cristallisation ou bien la solidification, c'est-à-dire le liquide va se transformer en solide. La deuxième courbe à laquelle on va s'intéresser, c'est ce qu'on appelle le liquidus, c'est-à-dire la courbe séparant le domaine de l'état liquide seul du domaine où l'état liquide coexiste avec l'état solide. Et donc dans ce sens, on aura une fusion totale. Tout le solide va entrer en fusion. Maintenant, on va comparer le solidus de la péridotite non hydratée, la courbe numéro 1, à la courbe numéro 3 qui représente le géotherme de la zone de subduction, c'est-à-dire la courbe qui représente la température en fonction de la profondeur. Donc on va oublier toutes les autres courbes et prenons par exemple la profondeur de 40 km. Quelle est la température au niveau des zones de subduction? C'est 600 degrés Celsius.
Mais quelle est la température nécessaire à la fusion partielle de la péridotite non hydratée? Si je fais la projection, je trouve 1300 degrés Celsius. Et vous voyez bien que 600 est inférieur à 1300, c'est-à-dire que la température dans les zones de subduction est inférieure à la température nécessaire à la fusion partielle de la péridotite non hydratée. Donc on va déduire que à 40 km, la péridotite non hydratée ne peut pas subir la fusion partielle et donc elle va rester à l'état solide. Alors, prenons un autre exemple. 120 km de profondeur. Quelle est la température réelle dans les zones de subduction? Si vous faites la projection, vous trouvez 1100 degrés Celsius. Mais quelle est la température nécessaire à la fusion partielle de la péridotite non hydratée? C'est 1550 degrés Celsius. Là aussi, vous voyez que 1100 est inférieur à 1550, c'est-à-dire que la température dans les zones de subduction est inférieure à la température de fusion partielle de la péridotite non hydratée. Et donc votre péridotite à 120 km, elle va rester à l'état solide. Elle ne peut pas subir la fusion partielle. Prenons un troisième et dernier exemple. 200 km. Donc la température effective réelle dans la zone de subduction, c'est 1400 degrés Celsius. Alors que la température de fusion partielle de la péridotite anhydre, c'est 1800 degrés Celsius à peu près. Et donc vous voyez que 1400 est inférieur à 1800. Là aussi, la température dans les zones de subduction est inférieure à la température de fusion partielle. Et donc, votre péridotite à 200 km de profondeur va rester à l'état solide. Pour récapituler, quelle que soit la profondeur, 40 km, 120, 200, tout ce que vous voulez, le géotherme, c'est-à-dire la température au niveau des zones de subduction, ne recoupe jamais le solidus, c'est-à-dire la température nécessaire à la fusion partielle de la péridotite non hydratée. Donc la température dans les zones de subduction reste toujours inférieure à la température nécessaire à la fusion partielle de la péridotite. Et donc notre péridotite non hydratée, en l'absence d'eau, ne peut jamais entrer en fusion partielle. Elle ne va jamais subir la fusion partielle dans les zones de subduction. Et donc elle va rester toujours à l'état solide. Voyons maintenant pour le solidus de la péridotite hydratée, c'est-à-dire en présence d'eau, et on va la comparer au géotherme de la zone de subduction, c'est-à-dire la température réelle dans les zones de subduction. Donc on va oublier les autres courbes, on va s'intéresser uniquement à ces deux courbes. Alors première remarque, à 40 km, la température réelle dans les zones de subduction est d'à peu près 550 degrés Celsius. Alors que la température nécessaire à la fusion partielle, elle doit être de 950 degrés Celsius. Et donc vous voyez que 550 est inférieur à 950, c'est-à-dire la température des zones de subduction est inférieure à la température de fusion partielle de la péridotite hydratée. Donc notre péridotite, elle va rester à l'état solide. Elle ne va pas subir la fusion partielle à 40 km. Prenons maintenant une autre profondeur, par exemple 80 km. Alors la température de fusion est de 950 degrés Celsius, alors que la température réelle est de 1100 degrés Celsius. Dans ce cas, c'est la température des zones de subduction qui est supérieure à la température de fusion partielle de la péridotite hydratée. Et donc notre péridotite, elle peut subir la fusion partielle. Donc elle va donner du liquide et du solide. Enfin, si je prends 200 km, une profondeur de 200 km, la température au niveau des zones de subduction, elle est de 1400 degrés Celsius. Alors que la température nécessaire à la fusion partielle, elle est de 1600 degrés Celsius. Donc là aussi, vous voyez que
la température des ondes de subduction est inférieure, elle devient inférieure à la température de fusion partielle de la péridotite hydratée. Et donc votre péridotite, elle ne va pas entrer en fusion partielle, donc elle va rester à l'état solide. Bilan de tout ce raisonnement, vous voyez que les deux courbes, le géotherme de la zone de subduction et le solidus, se recoupent une première fois à 80 km, qui lui correspond à une température de 800 degrés Celsius, et une deuxième fois à 160 km, qui lui correspond à une température de 1300 degrés Celsius. Donc ils se recoupent à deux profondeurs, 80 km et 160 km. Et donc la température des ondes de subduction devient supérieure à la température de fusion partielle de la péridotite hydratée entre ces deux profondeurs, c'est-à-dire entre 80 km et 160 km. Et donc dans cette zone, on peut avoir une fusion partielle. C'est pourquoi on l'a appelé dans le document zone de fusion partielle. Et donc dans les zones de subduction, la fusion partielle de la péridotite hydratée devient possible entre 80 km et 160 km. Donc c'est la profondeur où la fusion partielle devient possible, de la péridotite hydratée bien sûr. Alors répondons maintenant à notre deuxième question. D'après le document 2, on constate que la courbe du solidus, début de la fusion, de la péridotite non hydratée, ou bien anhydre, ne recoupe jamais le géotherme de la subduction, c'est-à-dire que la température réelle au niveau de la zone de subduction est toujours inférieure à la température nécessaire à la fusion partielle de la péridotite anhydre, ou bien non hydratée. Par conséquent, la péridotite non hydratée ne peut jamais entrer en fusion partielle dans les zones de subduction et reste donc à l'état solide. En revanche, le géotherme de subduction recoupe le solidus de la péridotite hydratée à deux profondeurs, 80 km qui lui correspond à une température de 800 degrés Celsius et 160 km qui lui correspond à une température de 1300 degrés Celsius. Entre ces deux profondeurs, la température réelle au niveau de la zone de subduction devient supérieure au solidus et par conséquent la péridotite hydratée peut subir une fusion partielle. Deuxième partie de la question 2 est préciser les conditions nécessaires à la fusion partielle de la péridotite. Alors on peut résumer ces conditions comme ceci. On déduit que la fusion partielle de la péridotite dans les zones de subduction nécessite les conditions suivantes. Une péridotite hydratée, c'est-à-dire présence d'eau, une profondeur comprise entre 80 km et 160 km, c'est-à-dire une pression comprise entre 2,5 GPa et 5 GPa, et enfin une température comprise entre 800 degrés Celsius et 1300 degrés Celsius. Troisième question, à partir des données du document 1, montrez que les conditions de fusion partielle de la péridotite se réalisent dans la zone de subduction. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le document 1 qui montre que ces conditions sont réalisées dans la zone de subduction? D'abord, voyez la zone de fusion partielle où il y a la formation du magma. Elle se trouve à une profondeur comprise entre 80 km et à peu près 160 km. Donc c'est la première condition qui est ici réalisée. Deuxièmement, on a les isothermes 750 degrés Celsius et 1000 degrés Celsius qui recoupent la zone de fusion partielle. C'est-à-dire que la température de cette zone elle est comprise entre 750 et à peu près 1000 degrés Celsius. Donc c'est la deuxième condition qui est ici réalisée. Enfin, on a libération de H2O par la croûte océanique plongeante. Et donc, c'est ce qui va assurer l'hydratation de la péridotite. Donc on passe d'une péridotite anhydre, c'est-à-dire non hydratée, à une péridotite hydratée. Et donc ainsi, les conditions se trouvent réalisées pour la fusion partielle de la péridotite.
On constate d'après le document 1 que la zone de fusion partielle de la péridotite de la plaque chevauchante 1 est située à une profondeur comprise entre 80 km et 160 km. 2. Recoupe l'isotherme 750 °C et l'isotherme 1000 °C, ce qui indique que sa température est comprise entre 750 °C et environ 1000 °C. Troisièmement, reçoit l'eau libérée par la croûte océanique de la plaque plongeante ou le subduite, permettant l'hydratation de la péridotite. Ainsi, toutes les conditions de la fusion partielle de la péridotite sont réalisées au niveau de la plaque chevauchante. Dernière partie de l'exercice, afin de déterminer comment les conditions de la fusion partielle de la péridotite sont-elles réalisées dans la zone de subduction, on donne le document 3 qui représente deux schémas de la mince, figure A et B, de deux roches, grand A et grand B, dont l'emplacement est indiqué dans le document 1. La figure C donne la réaction minéralogique caractérisant le métamorphisme des roches dans cette zone. La figure D présente les conditions de stabilité de certains groupements minéraux en fonction de la pression et de la température. Voici le document 3 qu'on va exploiter tout à l'heure. Alors voyons les questions. En vous basant sur les figures du document 3, dégagez les conditions de pression et de température de formation des deux roches A et B et déduisez le type de métamorphisme qui règne dans cette zone, puis montrez la relation entre les transformations que subissent les roches de la lithosphère subduite et la genèse du magma dans la zone de subduction. Et vous constatez bien que la question comporte trois verbes d'action: dégager, déduisez et montrer. Donc il y a trois parties dans cette question. Donc faites attention, n'oubliez pas l'une de ces parties. Exploitons le document 3 et commençons par la figure A qui représente la roche A. Alors quels sont les minéraux qu'on trouve dans la roche A? Il y a la glaucophane et le plagioclase. Maintenant je vais chercher ces deux minéraux dans la figure D et je les trouve ici dans ce domaine. Donc notre roche A contient le plagioclase et la glaucophane, donc il appartient au domaine glaucophane-plagioclase, ou bien au faciès glaucophane-plagioclase. Maintenant je vais projeter la limite inférieure et je trouve une température minimale de 100 °C. La limite supérieure, je trouve 420 °C. Pour la pression, limite inférieure 0,4 GPa, limite supérieure 1,1 GPa. Et donc, en projetant les limites, je trouve une température comprise entre 100 et 420 °C, une pression entre 0,4 et 1,1 GPa. Maintenant, intéressons-nous à la roche B. Alors, voici la roche B. Qu'est-ce qu'elle contient comme minéraux? On voit, d'après la figure B, qu'elle contient le grenat, la jadéite et la glaucophane. Si je cherche ces trois minéraux dans la figure D, je les trouve ici, dans ce domaine. Et donc, notre roche B, elle appartient au faciès à grenat et jadéite. Si je projette les limites de ce domaine, je trouve une température minimale de 250 °C et une température maximale de 500 °C. Et une pression minimale de 0,9 GPa. Donc on a une température comprise entre 250 et 500 °C et une pression supérieure à 0,9 GPa. Donc en réponse à la question 3, d'après le document 3, on constate que la roche A contient les minéraux plagioclase et glaucophane, dont le domaine montre que cette roche s'est formée dans des conditions de température comprises entre 100 °C et 420 °C et de pression comprise entre 0,4 GPa et 1,1 GPa. Pour la roche B, on constate qu'elle contient les minéraux glaucophane, grenat et jadéite, dont le domaine montre que cette roche s'est formée dans des conditions de température comprises entre 250 et 550 °C et de pression supérieure à 0,4 GPa. Alors, il déduisait le type de métamorphisme qui règne dans cette zone. Donc, la deuxième partie de la question.
Alors, comment on va déterminer le type de métamorphisme? Alors, on a dit que la roche A appartient à ce faciès glaucophane plagioclase, alors que la roche B appartient à ce faciès glaucophane grenaille jadéite. Donc, le minimum de pression, c'est 0,4. Le maximum de température, c'est 500 degrés Celsius. Et quand on passe de A à B, il y a une forte augmentation de la pression, mais une faible augmentation de la température. Et donc, on peut parler ici de haute pression et de basse température. Et un métamorphisme de haute pression et basse température, c'est un métamorphisme dynamique. Répondons maintenant à la deuxième partie de la question. D'après la figure D du document 3, on constate que lorsqu'on passe du domaine de la roche A, plagioclase et glaucophane, au domaine de la roche B, glaucophane, jadéite et grenat, il y a une forte élévation de la pression, mais une faible élévation de la température. Ce qui indique que le métamorphisme qui règne dans cette zone est un métamorphisme dynamique, haute pression, basse température. Enfin, dernière partie de la question, puis montrer la relation entre les transformations que subissent les roches de la lithosphère subduite et la genèse du magma dans la zone de subduction. Alors, reprenons le document 3, dans lequel on avait dit que A se transforme en B en subissant un métamorphisme dynamique, haute pression, basse température. Intéressons-nous maintenant à la figure C. Vous voyez que la figure C montre une réaction caractéristique de la transformation de la roche A en B. Et on voit que le plagioclase réagit avec la glaucophane dans la roche A pour donner le grenat et la jadéite dans la roche B. Donc la roche A subit un métamorphisme toujours dynamique, haute pression, basse température. Mais avec le grenat et la jadéite, on voit qu'il y a libération de H2O, de l'eau. Et donc, lors de la transformation de A en B, des réactions minéralogiques produisent l'eau. Alors faisons maintenant le lien avec le document 1. Voici notre roche A. Elle est à une profondeur d'à peu près 80-70 km. Et voici notre roche B. Elle est à une profondeur beaucoup plus élevée, environ 180 ou bien 190 km. Et on voit que A, en s'enfonçant, elle va se transformer en B. Et là, il se passe quelque chose de très important. Il y a la libération de H2O. Alors, libération de l'eau, elle va hydrater la péridotite et donc il va y avoir apparition d'une zone de fusion partielle, c'est-à-dire formation d'un magma. Et donc la subduction de la plaque océanique et enfoncement de A, ça va entraîner l'élévation de la pression avec faible élévation de la température. Donc transformation de A en B par métamorphisme dynamique, libération de l'eau, hydratation, puis fusion partielle de la péridotite. Et voilà, on peut maintenant répondre à la dernière partie de notre question. D'après la figure C du document 3, on constate que lors de la transformation de la roche A en B, des réactions minéralogiques entraînent la disparition de certains minéraux et l'apparition d'autres avec libération d'eau. Ainsi, pendant la subduction de la lithosphère océanique, ces roches sont soumises à une forte élévation de pression et une faible élévation de la température, ce qui entraîne un métamorphisme dynamique qui transforme la roche A en B, et la libération de l'eau. L'eau ainsi libérée par la croûte océanique diffuse vers la lithosphère continentale chevauchante, où elle entraîne l'hydratation de la péridotite, et donc sa fusion partielle et la genèse du magma de la zone de subduction. Voici les principaux termes et expressions qu'on a découverts dans cet exercice. J'espère que la vidéo va vous aider à mieux préparer la géologie pour l'examen national. Bon courage à tous et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.